comment dater en post-séparation, comment réintroduire les rendez-vous galants, comment se confronter à nouveau à l'univers du dating, dans quel timing, comment faire, quoi privilégier. Finalement, c'est une grande question lorsqu'on se sépare, lorsqu'on arrête une relation et qu'on veut s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Déjà, il faut savoir qu'une séparation, ça provoque énormément d'émotions, de la tristesse, de la frustration, de la déception, parfois de la colère, de la peur même, parfois de se retrouver seul, etc. Donc, dans le cas où tu n'as pas vu ma précédente sur comment surmonter une séparation, je te la mets ici et ce serait bien que tu la regardes avant cette vidéo. Et dans cette vidéo, le premier point que j'ai envie de mentionner avant que tu te mettes dans l'univers du dating, que ce soit via les applications ou rencontrer quelqu'un par des biais, on va dire, plus classiques, c'est d'être très au clair sur les raisons de la séparation. Et quand je dis très au clair sur les raisons de la séparation, c'est pas juste de dire c'est la faute de mon ex. C'est de savoir quelle est ma partie de responsabilité, qu'est-ce que j'ai appris dans cette relation, parce que ces éléments-là sont des données qui me permettent d'avancer dans mon cheminement personnel, dans les relations sentimentales, amoureuses, intimes. Tant qu'on ne sait pas pourquoi on s'est réellement séparés, on va refaire les mêmes erreurs, on va outrepasser peut-être les mêmes red flags et ce n'est pas constructif sur du long terme. Donc savoir pourquoi on s'est séparés, que tu étais la personne à l'initiative de la séparation ou celle qui a été entre guillemets larguée, ça va être hyper important parce que ces informations, cette compréhension, cette digestion permet d'alimenter le deuil et tourner la page. Deuxièmement, ça va être te questionner sur tes envies. On entend beaucoup dans notre société ce côté, voilà, je sors d'une relation longue, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je veux juste m'amuser, etc. Alors ce n'est pas parce que c'est quelque chose d'ambiant qui fait partie un peu des us et coutumes de nos sociétés que c'est nécessairement une étape par laquelle passer. Peut-être que tu n'as pas envie de dater de manière casual ou d'avoir des relations sans lendemain ou des coups d'un soir. Bah, tu as le droit. C'est peut-être pas ce qu'on observe dans la majorité des cas, mais tu as le droit de vouloir poursuivre ton cheminement sentimental vers encore une relation engagée, engageante, etc. Donc ça va te demander de te poser sur tes envies et donc ta disponibilité, parce que c'est sûr que si j'ai envie juste de plan d'un soir, forcément je ne vais pas réorganiser ma vie de la même manière que si j'ai envie de créer un lien un petit peu plus tangible avec une personne. Et puis ma manière d'interagir avec les autres dans l'univers du dating sera aussi impactée. Donc qu'est-ce que je veux faire comme type de rencontre? D'être au clair sur ses intentions et de les assumer. Dans le sens où, voilà, je le disais, il y a des personnes qui veulent s'amuser après une relation longue, une séparation, d'autres qui ont plutôt envie de se mettre dans une perspective de relation engagée ou engageante. Dans le cas où tu utilises une application de rencontre, je pense que ça va être important d'assumer la tendance vers laquelle tu veux aller. Parce que quand tu n'es pas spécifique, quand tu n'assumes pas, bah en fait, tu ne fais pas de tri. Je veux dire, plus tu vas avoir un profil spécifique, et je ne parle pas d'une liste à la Prévert ou une checklist, mais ça va permettre d'agir en termes d'attraction et répulsion. Et tu ne veux pas attirer n'importe qui ou tout le monde. Tu veux attirer les personnes avec qui ça résonne. Moi, je le donnais comme exemple récemment. Je me suis remise récemment sur une appli. Moi, c'est clairement affiché que je cherche une relation à long terme, un partenaire de vie. Donc forcément, s'il y a un profil qui peut me plaire, mais que la personne affiche vouloir, enfin maintenant ils appellent ça relation intime sans engagement, etc. Bah, même si le profil pourrait me plaire, je ne vais pas le liker parce que fondamentalement, on ne recherche pas la même chose et ce n'est pas mon job de faire changer la personne d'avis. Ça fonctionne pas comme ça, donc je pense que c'est vraiment important d'assumer la recherche qu'on a et de sortir aussi un peu de cette idée que ah oui, mais je vais réussir à le faire changer d'avis.
Non, si la personne, même une femme hein, qui est en mode casual, ne veut pas investir, ne veut pas s'engager, on ne la fera pas changer d'avis. Et ça, je te renvoie sur ma vidéo sur les 4 ingrédients d'une belle relation. Tout est détaillé dans ma vidéo, je te remettrai le lien ici. Et j'ai envie de le rappeler dans cette vidéo. Faire des rencontres, qu'on décide que ça soit léger ou plus engagé, il s'agit de créer du lien. On arrête d'utiliser les gens. On arrête de servir des gens de manière Kleenex, de consommer l'autre, d'extraire des choses de l'autre qui laisse une société hyper mal en point. Donc le fait de rencontrer, c'est avant tout de créer du lien, de créer des points de rencontre. Et ces points de rencontre, ils peuvent se manifester dans 1001 contextes. On va penser les applications de rencontre parce que finalement c'est quelque chose d'assez pratique dans son téléphone en quelques clics. Ça ne demande pas énormément d'investissement. Et ça peut aussi être une opportunité de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement. Mais je pense qu'aujourd'hui, du fait du digital, on oublie tous les autres contextes dans lesquels on peut rencontrer quelqu'un. Alors là, c'était l'été, mais les after-work, dans les salles de sport qu'on peut fréquenter, dans le magasin où on adore faire notre shopping, dans les transports en commun, dans le train, dans l'avion, enfin, tout est opportunité. Et je pense que c'est important de se rappeler, surtout chez nous les femmes, de se rappeler que des hommes, il y en a partout. On en croise tout le temps. Et que c'est pas parce qu'on, entre guillemets, on trouve pas notre bonheur sur une application de rencontre qu'il n'y a pas d'hommes autour de nous. Ce que je constate dans mon métier de plaisirologue, c'est qu'on a tendance à ne pas regarder autour de soi. Et autour de soi, et je l'ai constaté moi-même parce que je n'y prêtais pas attention à un moment donné, pas que j'étais sur une appli, mais juste j'en avais pas conscience de certaines choses qui se passaient autour de moi, de certains intérêts de personnes pour moi que j'avais complètement pas du tout perçu en fait. Et je trouve ça intéressant de changer un peu la manière dont on regarde son environnement, avec quel type de lunettes on regarde son environnement. Finalement, de se rappeler que c'est avant tout une question de points de rencontre. Et les points de rencontre, ça se passe tout le temps, n'importe quand, n'importe où, même dans la rue. Et ça commence par un bonjour, ça commence par un mot. Cette initiation, c'est une invitation. Est-ce que l'autre va se saisir de l'invitation? Ça, on ne peut pas le contrôler, mais en tout cas, plus on multiplie les points de rencontre, plus on va multiplier les invitations et donc on va se rendre compte qu'autour de nous, il y a des choses qui se passent. De manière concomitante, il y a la question de quel lieu, quel support, quel endroit. Donc comme je le disais, il peut y avoir les applications de rencontres, il peut y avoir tous ces milieux sociaux dans lesquels j'évolue. Et là, c'est la rentrée, donc c'est peut-être aussi se poser la question voilà, en tant que célibataire, est-ce qu'il y a des activités que j'ai toujours eu envie d'explorer que je n'ai pas encore explorées dans ma vie? Est-ce qu'il y a voilà, des choses que je n'ose pas faire seule et peut-être oser les faire seule? Par exemple, là, au mois d'août, je suis allée voir un cabaret seule, je suis allée au musée seule. Enfin, le fait est que plus on va nourrir notre vie avec nos passions, à faire les activités qui nous animent, plus on va être dans des lieux dans lesquels finalement on va potentiellement partager un centre d'intérêt avec d'autres personnes. Et moi je me souviens par plein de choses que j'ai faites dans le passé, j'ai rencontré des amis, des amoureux par ces biais-là. Donc choisis les espaces et multiplie les espaces. Rappelle-toi, alors c'est un petit peu spirituel ce que je vais te dire, mais cette notion d'abondance, il y en a partout. Tout est une question de points de rencontre et donc de multiplier les points de rencontre. Ça peut te permettre de multiplier les invitations. Mais tu vas me dire, mais Sarah, je suis timide, comment je vais faire, etc. Même si c'est maladroit, le fait de sourire, de jeter un regard, de faire un signe de la main, de tout simplement dire un bonjour, finalement c'est le ticket pour dire je t'autorise à venir me parler. Ça peut faire peur, mais au fur et à mesure, on s'entraîne, on supporte un petit peu plus cette pression, cet inconfort à tenter une approche.
Et on se familiarise aussi avec le rejet parce que finalement dans notre vie, bien sûr qu'on va avoir des non, que ça soit d'un point de vue sentimental, mais dans plein de domaines de notre vie. Et je pense que du fait de cette facilité à avoir ce qu'on veut grâce à tout ce qui est Amazon Prime, Click and Collect, donc tout dans l'immédiateté, on en perd ce rapport finalement à la frustration, ce rapport au fait d'avoir quelque chose de manière différée, au fait aussi de se confronter à un inconfort de mais c'est ça que je veux et je ne l'ai pas. Donc je pense qu'il y a aussi un vrai travail de mindset, d'état d'esprit à cultiver lorsqu'on se remet dans l'univers du dating, surtout en post-séparation. Après, il y a souvent cette question, et d'ailleurs c'est une trend que j'ai vue passer il y a quelques ans sur les réseaux sociaux, sur le fait d'être comme ils disent en anglais, celibate for a year, c'est-à-dire de ne pas dater des personnes, notamment des hommes, pendant un an et donc de te focaliser sur ta carrière, sur tes amis, sur ta famille, sur ta santé. Pourquoi pas? Pourquoi pas pendant un an ne pas dater? Après, voilà, j'ai vu des témoignages de personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui disaient que finalement 2-3 mois étaient entre guillemets suffisants, surtout quand on était du genre à enchaîner relation sur relation, qu'on n'était pas habitué à être seul. Bon, après, chacun en fonction de son parcours et de là où le curseur est mis. Moi, je pense que c'est quand même important d'avoir un certain laps de temps pour faire son deuil de la relation, donc comprendre pourquoi ça s'est arrêté, faire le point sur ses émotions, etc. Parce que tu ne veux pas imposer tout ça sur une nouvelle personne et voilà, cette personne que tu pourrais être amenée à rencontrer pourrait te poser des questions sur ta dernière relation, comment ça s'est terminé, etc. Et même si c'est quelque chose qui t'émeut encore, parce que ça peut t'émouvoir, tu veux quand même être dans un état d'esprit où tu te tiens en fait, dans le sens où tu arrives à pouvoir aborder ce sujet-là, même sous le coup de l'émotion, mais sur le coup d'une émotion qui est relativement contenue. Ça ne veut pas dire contrôlée ou étouffée, mais contenue. Il peut y avoir encore de l'émotion, je veux dire, on est des êtres humains, mais tu ne déverses pas les choses parce que effectivement, quelqu'un qui en vient à déverser tout un flot d'éléments sur son ex, ça peut être un red flag. Donc je dirais que prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors c'est très subjectif pour chaque personne. Et j'amènerai de la nuance dans le sens où il y a des personnes ou des coachs qui vont te dire oui, il faut genre avoir attendu d'être complètement guéri de la relation, etc. Moi, j'y crois pas spécialement. Je pense qu'on peut être ouvert à une nouvelle rencontre tout en ayant des sujets plus personnels, que ça soit lié à cette ancienne relation, que des choses plus, voilà, plus personnelles sur notre vie, sur comment on fonctionne, qu'on peut en fait les travailler en parallèle, en même temps. Je veux dire, parfois on peut être quelqu'un un petit peu dépendant affectif ou avoir une sorte d'anxiété dans le dating, de ne pas être très sécure et d'être parfois plongé dans des situations qui nous triggerent, qui nous réveillent ça. Mais c'est de notre responsabilité d'accueillir et de pouvoir apaiser ce qui émerge à ce moment-là et ne pas le faire reposer sur l'autre, ce qui nous permet à la fois de travailler sur ce qui nous touche, de potentielles blessures, et en même temps d'avancer dans l'univers de la rencontre parce que peut-être c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie et sur lequel je veux avancer. Donc je pense qu'on peut vraiment avancer en parallèle sur à la fois le chemin de guérison, d'apaisement, de point de qui on est, de notre histoire, etc. Et en même temps d'être dans la rencontre. Pour moi, ce n'est pas incompatible. C'est vrai qu'on a tendance à dire c'est soit ou ça, ou alors il faut avoir complètement refermé le dossier pour s'ouvrir à autre chose. Je trouve que c'est un petit peu binaire comme état d'esprit, comme vision, et moi je suis pour qu'on soit dans une pluralité et dans une sensibilité qui nous rappelle que avant tout on est des êtres humains, on sera fondamentalement imparfait, on a fondamentalement tout le monde des casseroles au derrière, même si tu as fait tout le dev perso de ta vie, toutes les thérapies de ta vie. Si tu es à peu près câblé normalement, il y aura des choses qui te feront réagir, il y aura des choses qui ne te plairont pas, il y aura des choses qui te mettront inconfortable. Et en fait, tous ces éléments-là sont des vecteurs d'information qui t'informent sur des choses sur toi, des fonctionnements individuels. Et
peut-être aussi des fonctionnements en face et qui te permet aussi de te dire, est-ce que la manière dont la personne interagit avec moi ou me fait ressentir, etc., c'est quelque chose que je veux en fait dans ma vie. Ça te permet d'être beaucoup plus spécifique et de faire du tri. Donc, te mets pas la rate au courbouillon. Si ça fait qu'un mois que tu es séparé mais que tu as quand même envie de rencontrer quelqu'un, bah démarre progressivement. Et ce qui m'amène à l'autre point que je pense important, et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, que ce soit dans les magazines, sur les réseaux sociaux, c'est le slow dating, c'est-à-dire d'y aller tranquillement, d'y aller lentement. C'est vrai qu'avec les applications, notamment de rencontres, il y a ce côté immédiateté, si tu réponds pas maintenant, je trouverai mieux, ou en gros ce phénomène un peu de la FOMO, de Fear of Missing Out, le fait de passer à côté de genre un super date, un super match, un super beau gosse, super belle gosse, etc. Et je pense que le fait de prendre son temps, déjà, ça permet de mieux réguler ses émotions, d'appréhender la rencontre, surtout si on est séparé de manière un peu fraîche. Et ça permet aussi de voir progressivement l'investissement qu'on veut donner à cette relation. Parce que des fois, t'es tout feu tout flamme, genre le love bombing, ça va hyper vite. Et puis le souffler s'essouffle, c'est le cas de le dire, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ou alors, des fois, le fait que ça aille très vite, ça peut être le signe de dépendance affective, parfois d'un fonctionnement narcissique, quelqu'un qui a besoin de s'appuyer sur l'autre pour se sécuriser. Voilà, le fait que ça aille vite, ça ne veut pas forcément dire que c'est genre une relation toxique, etc. Mais si pour toi ça va trop vite et que tu veux ralentir les choses, tu as le droit de le verbaliser. Après, le slow dating, ce n'est pas non plus une excuse pour manquer de leadership, notamment chez les hommes. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de pertes de repères sur les rôles masculins et féminins, sur ce que les hommes peuvent ou ont à faire, entre guillemets, pour séduire une femme, et inversement. Je trouve qu'il y a une différence entre quelqu'un avec qui va rien se passer, et tu dis, bon, ok, ça démarre un peu tranquillement, on fait connaissance, etc., mais que la personne, finalement, en face, elle te propose jamais rien de concret. Bon, bah là, tu as un élément d'information, comme je disais, c'est un vecteur d'information, tous ces comportements ou ce qui ne se passe pas, sur l'investissement ou pas de la relation, vers quoi ça va évoluer. Je veux dire, si je reprends cet exemple, si tu en viens à parler 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avec une personne, bon là, après c'était l'été, on n'était peut-être pas tous revenus chez nous, etc., mais qu'au retour des vacances, bon, le temps que ça s'organise un peu, mais qu'il n'y a rien de concret qui se passe, bah, next, entre guillemets. Le slow dating n'est pas une excuse à l'absence de leadership, au fait de maintenir un pseudo-lien qui ne se concrétise pas dans le réel. Le but de l'échange, c'est d'amener vers une rencontre réelle, ou le fait, si c'était un échange hors appli, mais de se rencontrer en vrai pour faire connaissance. Et le principe des rendez-vous, entre guillemets, galants, c'est de voir à chaque rendez-vous, est-ce que j'ai envie de voir à nouveau la personne ? Est-ce que petit à petit, j'ai envie d'investir, cultiver ce lien ? Finalement, c'est comme avec ses amis, je veux dire, on croisait quelqu'un, que ce soit dans le milieu professionnel, sur notre activité, notre hobby, on a eu un bon feeling et puis on commence à se voir en dehors, prendre un verre, manger ensemble, faire une activité ensemble, peut-être partir en vacances ensemble. Et donc, tu vois, il y a crescendo des activités, de l'intimité qui se construit au niveau psychologique, émotionnel, et après, ça devient un ami, une amie, quelqu'un de proche. Et le slow dating, je pense, peut s'inspirer de nos relations amicales. Je veux dire, nos amis les plus proches, ils sont pas devenus genre nos meilleurs amis en 10 secondes. Ça s'est construit progressivement. Donc ça va être aussi important dans cette idée de slow dating de respecter toi ce que tu veux. On pourrait avoir envie d'être intime le premier soir, pas de problème. On pourrait avoir envie de prendre un peu plus le temps, peut-être avant d'embrasser la personne, avant de passer la nuit chez l'autre ou d'être invité chez l'autre. Pour moi, ça va être important de ne pas avoir trop de rigidité, mais d'avoir quand même un frame, un cadre qui est juste pour toi. Parce que une personne en face qui ne respecte pas ton cadre,
ça vient interroger sur la place qu'elle pourrait laisser à l'autre dans la relation. Ça, c'est quand même des informations intéressantes. Après, un dernier point que je voulais aborder, et si tu veux, peut-être que je pourrais en faire une vidéo dédiée, c'est l'aspect relation intime après une séparation. Des fois, il y a un petit peu cette idée de... je crois que c'était dans Plan Cœur, il y avait cette punchline, je crois sur l'épisode 1, de changer l'empreinte vitale de Maxime. Si tu as la ref, n'hésite pas à liker la vidéo. Et il y a un peu cette idée que quand on a été avec quelqu'un et qu'on n'a pas refait l'amour ou eu des rapports intimes avec quelqu'un d'autre, on reste genre bloqué sur l'empreinte intime de quelqu'un. Moi, je ne serais pas forcément sur le truc de tout de suite que je couche avec quelqu'un d'autre pour changer, pour zapper. Alors, parfois, ça peut être quelque chose que tu peux faire, hein. Je ne suis pas là pour juger, tu fais ce qui te semble juste. À nouveau, on évite d'utiliser les gens comme des Kleenex. C'est aussi se poser la question dans quel contexte j'ai envie de développer de l'intimité, quel type d'intimité charnelle, physique j'ai envie d'avoir. Et aussi se poser la question, et une question qui est très importante et qui est assez intéressante pour discriminer les gens, notamment sur les applis, mais même dans la vraie vie, c'est cette question: à quand remonte ton dernier dépistage? Parce que, voilà, il y a des personnes qui vont se vexer, il y a des personnes qui vont se dire mais de quoi tu parles? Je trouve que c'est un bon indicateur en termes d'échange, d'ouverture, de communication, de respect de l'autre, qui permettent aussi de faire du tri. Donc après, avoir, voilà, sur des questions, alors pas pièges, mais qui permettent de trancher avec la personne qu'on a en face de soi, si on a envie d'aller plus loin ou pas. Ça peut être des questions en lien avec, je sais pas, le féminisme, avec la sexualité non pénétrative, avec l'organisation d'un rapport. Voilà, à toi de trouver ce qui fait sens pour toi, mais je pense que c'est intéressant dans cette catégorie de l'intime, mais aussi dans d'autres aspects de l'humain. Quels sont les points qui vont être discriminants et sur lesquels je ne vais pas outrepasser en fait? Qu'est-ce qui est non négociable en termes de valeur dans mes relations? Et ça, c'est hyper fondamental dans les rencontres. Donc, en résumé, ce que je voulais te partager dans le dating post-séparation, c'est de vraiment avoir fait un travail d'introspection avant de passer à l'action. Et même si ton travail d'introspection n'est pas complètement fini, d'être un maximum au clair de la direction vers laquelle tu as envie de tendre, pour commencer petit à petit à t'ouvrir à ça, à créer des points de rencontre et de créer une dynamique. Parce que des choses n'arrivent que lorsqu'on se met en mouvement. Cette idée de oui, ça arrivera quand tu le chercheras le moins possible, c'est pas que tu ne cherches pas, c'est juste que tu mets ta vie en mouvement, et quand tu mets ta vie en mouvement, tu crées davantage de points de rencontre, il y a une aura, il y a une énergie qui se dégage et forcément ça va attirer. Donc cette démarche après de dating peut être plus ou moins proactive, mais s'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de tempo, s'il n'y a pas de passion, voilà, tu ne vas pas faire de rencontres, mais même juste relationnelles, amicales, autres. Et l'être humain, il a besoin de ces points de rencontre parce que c'est ça qui nous crée de l'émotion, c'est ça qui nous rend vivants. Dans le cas où tu veux explorer davantage ça, tu peux réserver un coaching avec moi pour qu'on puisse débroussailler ta vie sentimentale et relationnelle, mais aussi sexuelle. J'espère que cette vidéo te permettra de trouver tes repères dans cette période du dating sans pour autant frôler le burn-out. Je sais que des fois ça peut être voilà, too much. N'hésite pas, dans le cas où tu as des questions supplémentaires sur le dating post-séparation, de me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo. D'ici là, je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye!